Bonjour à tous. La semaine dernière, on parlait de l'infiniment petit, de la matière noire. On va continuer sur la même thématique, mais dans l'infiniment grand. On va parler du mystère des mystères de l'univers, des galaxies, avec notre invité Vincent Minier. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes astrophysicien, vous vous intéressez particulièrement à la communication autour des sciences de l'univers et vous coordonnez plusieurs projets pour rendre la complexité de l'astrophysique accessible, pour en faire une culture commune, un petit peu, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Vous ne voulez pas parler de vulgarisation, vous. Voilà, vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi. D'abord, quelques petits rendez-vous qui pourraient vous intéresser. Vous vous souvenez sans doute de l'éclipse du Soleil de mars dernier. Comme tout le monde, voilà, on a été assez déçus par les conditions d'observation sous un ciel plombé. Eh bien, vous allez pouvoir vous rattraper avec une autre éclipse, celle de la Lune, une éclipse totale avec un effet différent. Vous voyez, ça se passera dans la nuit du 27 au 28 septembre, plus précisément le lundi 28 entre 4h et 5h du matin. La particularité, c'est que la Lune sera aussi très proche de la Terre. Elle apparaîtra donc environ 10% plus grosse que d'ordinaire. Vous le voyez, la couleur rouge est due en fait à la lumière qui est filtrée par l'atmosphère. Et en gros, plus il y a de particules fines dans l'atmosphère, plus la couleur, le rouge est intense. Voilà, un phénomène assez impressionnant et assez rare, puisqu'on le voit à peu près tous les 30 ans, c'est-à-dire la conjonction de cette périgée, de cette lune très proche de la Terre avec une couleur très rouge. Ce sera sans doute un spectacle intéressant. Mettez votre réveil à sonner vers 4h30 du matin, vous verrez, je pense que vous ne serez pas déçus. Vérifiez d'abord que le ciel n'est pas trop couvert, ce sera préférable. Imaginez maintenant Nantes à l'époque de Jules Verne, c'est ce qu'on appelle, c'est la mode du steampunk. On est là à l'aube du XXe siècle. L'île de Nantes n'existe pas encore, ou tout du moins elle est plutôt industrielle. Là, l'idée de l'école de design, c'était de rendre ce quartier de la création accessible à travers des lunettes 3D. Alors c'est un projet qui a été qui sera visible à l'école de design, à la PRI Design, juste à côté de l'Imachine de Lille. Vous allez le voir en image, on peut voir Nantes sous le regard de Jules Verne dans son roman 20 milieux sous les mers, dans Voyage en ballon et Voyage au centre de la Terre. Voilà, ce sera visible à partir de ce week-end à la PRI Design. Vous pourrez chausser vos lunettes Oculus pour vous immerger dans ces mondes en 3D. Et si vous voulez aider une petite commune comme Chéméré à augmenter les connaissances sur son patrimoine, qu'il s'agisse de son patrimoine naturel, de son histoire, de son patrimoine, de ses documents anciens ou de ses documents muséaux, vous pouvez les aider du 26 au 27 septembre avec une opération baptisée Opération Libre. Elle a déjà été menée dans d'autres communes de France, notamment par des informaticiens, mais aussi des botanistes du réseau Tela Botanica. Vous pouvez vous inscrire sur l'adresse, sur le site d'Opération Libre, opération-libre.org. Donc ce sera à Chéméré à partir du 26 septembre. Je ne sais pas si vous connaissez Claude Fourny, mais il s'intéresse un peu au même domaine que vous. Il est retraité à la Meilleure de Bretagne. C'est un ancien mécanicien de la Poste. Alors lui, il n'a aucune éducation scientifique, en tout cas, il l'avoue. Il se dit même un peu dyslexique, mais il a une approche scientifique, une démarche scientifique tout à fait intéressante et tout à fait judicieuse. Il crée des maquettes dans son garage. Vous allez voir ce que ça donne. Il a fait une découverte assez impressionnante sur les oiseaux migrateurs. Les hirondelles se retrouvent en Europe du Nord au printemps. Ma synthèse: l'hirondelle ne migre pas, c'est nous qui migrons. Du solstice d'hiver au solstice d'été, on se fait 5200 km. On ne se rend pas compte, sans bouger. On est sur Terre, on se dit qu'on ne bouge pas, et en fin de compte, on bouge. C'est le mobile, immobile. Et de contact avec les instituts scientifiques, je n'ai jamais eu, je dirais, d'écoute positive. Personne ne vient. Personne ne me dit comme ça, on va te prouver que tu te trompes. Je n'attends que ça. Oui, et Claude Fourny a en partie raison, puisque les hirondelles au moins suivent l'axe du Soleil. Et c'est nous qui passons en hiver, donc dans un axe différent. C'est une démarche intéressante pour... C'est une démarche assez classique de ce qu'on appelle les amateurs, en fait, les amateurs de sciences. Et c'est évidemment fondamental, je pense, d'avoir des contacts avec ces amateurs de sciences. À Nantes, il y a la Société d'astronomie de Nantes qui fait un travail remarquable également là-dessus, qui emmène les gens à découvrir, voire qui construit également des maquettes et qui construit un certain nombre de choses. Donc oui, c'est le rôle de l'amateur.
Et moi, je ne suis pas spécialiste de cette thématique, mais en effet, il devrait recevoir... On parlera de ces contacts entre les astrophysiciens, les scientifiques et le grand public tout à l'heure. Avant de revenir aux sciences de l'univers, je vous propose de faire un petit détour au jardin. Vous savez que pour grandir, les plantes ont besoin d'humus, de matière organique. Voici une petite pratique intéressante pour donner à manger à vos plantes sans trop d'efforts. Ça s'appelle la lasagne. On va voir ça en image tout de suite. On passe aux activités pratiques. On va mettre de ce matériau là. Là, c'est la technique de la lasagne. Et on n'est pas en train de faire un compost, on est en train de faire une lasagne. Donc quelque chose qui va être mis en culture assez rapidement. Et qui dure combien de temps avant d'avoir besoin d'être refait? Ça se refait au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand on voit que ça s'est dégradé, on part dessus, on remet de la terre à nouveau. Ouais, vas-y. S'il y a quelques creux comme ça fait de la macroporosité, c'est bien. Alors on verse de l'eau pour humecter le carton, parce que le carton est une matière sèche. C'est une matière nutritive, mais c'est une matière sèche. Donc il faut la rehumidifier pour que les micro-organismes puissent rentrer dedans. Vous voyez, il y a des petits trous là. Si on passe dans 15 jours, on verra des vers de terre passer dans les petits trous puis commencer à dégrader la cellulose. Hein, matière verte, matière sèche, matière verte, matière sèche. Et la terre mélangée. C'est un petit peu comme dans notre bol alimentaire. Si on mange que de la salade, ça va pas être pareil que si on mange de la salade et puis des pommes de terre ou des pâtes. Donc on va mélanger de la matière azotée et de la matière carbonée. C'était comme si on avait une grosse crue et qu'on avait une grosse accumulation de matière organique, de sable, de terre à un endroit. Et cet endroit-là, il va être super fertile. Donc on a recréé un phénomène naturel en fait ici. Voilà. Dans la permaculture, les bases scientifiques sont importantes, mais elles ne sont pas forcément nécessaires. Il faut savoir que pour moi, un agriculteur du XVIIe ou XVIIIe siècle, dans les ceintures vertes, par exemple un maraîcher de la ceinture verte de Paris, c'était pas un scientifique. Il avait une connaissance empirique qui était transmis de génération en génération, avec un affinage de plus en plus fort des techniques. Voilà, la culture scientifique, c'est pas indispensable, mais ça peut aider, même en jardinage, à comprendre quels sont les apports d'éléments chimiques dans le sol. Voilà, on a un très bel exemple, je pense, ici, d'une matière sur laquelle on pourrait parler de la chimie et aller expliquer aux enfants la chimie du carbone, la chimie du nitrate, etc. En tout cas, on testera la technique de la lasagne. Enfin, moi, je testerai dans mon jardin. En tout cas, on verra bien si ça marche. Vincent Minier, vous êtes donc astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique, à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Ce genre de carte de visite, ça impressionne tout le monde, en général. Je ne sais pas si ça impressionne tout le monde. C'est vrai que le terme astrophysicien fait un peu peur. Alors peut-être que le terme astronome est préférable. Astrophysicien, oui, parce que c'est difficile en plus de parler d'astrophysique tout court, parce que maintenant en astronomie on fait également beaucoup de biologie, beaucoup de chimie, beaucoup de mécanique, d'optique. Finalement l'astrophysique c'est un peu la reine des sciences et des techniques. On retrouve pratiquement toutes les disciplines scientifiques et technologiques. Vous êtes un passionné d'astronomie ou d'astrophysique depuis toujours, ou vous êtes venu par le cursus universitaire assez naturellement à ces domaines de recherche? Non, moi je suis un contemplateur du ciel depuis tout petit, et donc naturellement, quand il a fallu faire un choix à l'université, j'ai fait le choix de l'astrophysique parce que ça me plaisait depuis l'âge de 10 ans. Alors vous avez fait votre doctorat sur la naissance des étoiles, c'est ça, ou la mort des étoiles? La naissance des étoiles massives, celles qui font plus que 8 fois la masse du Soleil, qui sont très importantes, ces étoiles massives, parce qu'elles créent à l'intérieur, ce sont des réacteurs nucléaires, et elles créent à l'intérieur d'elles des éléments chimiques qu'on connaît très bien, l'oxygène, le carbone, le fer, donc des éléments qu'on a après sur Terre et qui sont fondamentaux pour la vie. Alors vous continuez à travailler sur ces thèmes, notamment autour de l'habitabilité des astres. Est-ce qu'il y a des planètes habitables dans l'univers? On voit aujourd'hui ce à quoi vous vous intéressez. Alors ça a l'air complètement différent, mais vous créez en fait des produits qui permettent de mieux comprendre les sciences de l'univers, avec des techniques modernes, avec des images 3D. Tout est très bien travaillé, il y a une ambiance, une atmosphère qui se dégage de toutes ces vidéos. Ça, c'était le projet Explore Nova, c'est ça, que vous avez présenté à Nantes il y a 2 ans, 3 ans? Alors le projet Explore Nova, en fait, c'est un projet de recherche, et un des axes de recherche, c'est sur la culture scientifique et technique, et en particulier comment le numérique peut être à la fois un moyen, mais également un milieu pour transmettre cette culture scientifique. Et donc on travaille essentiellement à Nantes parce qu'il y a un écosystème numérique et des créatifs nantais qui sont extrêmement performants dans ce qu'on appelle le motion design, pour parler techniquement, donc la création de vidéos animées, des architectes également qui nous aident à faire la scénographie des expositions. Et donc on essaye en fait d'avoir une approche double, une approche à la fois web,
C'est-à-dire qu'Explore Nova 360, qui est un dispositif sur le web, un site web, on peut aller le voir, on peut aller voir les vidéos. Et on peut s'immerger par exemple sur la surface de Mars. Tout à fait, on peut aller naviguer avec soit son clavier, soit sa souris. Mais également, on a une déclinaison dans des expositions. Et là, on utilise des systèmes d'interface gestuelle sans contact, comme la Leapmotion par exemple, ou la Kinect. On voit à l'écran des images de nuages moléculaires, hein, c'est ça. Voilà. Ça, c'est un exemple, par exemple, il y a une vingtaine d'années, on était obligé de se contenter des photographies spatiales prises par télescope, des conteurs talentueux comme Hubert Reeves, par exemple, qui savaient raconter l'histoire des galaxies. Maintenant, on a ça sous la main, c'est-à-dire c'est des outils de création 3D qui sont assez bluffantes et qui permettent de... qu'est-ce qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas faire il y a 10 ans avec ça? Alors déjà, là, on ne regarde pas une image qu'on pourrait voir avec nos yeux, puisque c'est une image qui est prise avec des télescopes qui voient dans l'infrarouge, donc quelque chose qui est complètement invisible à nos yeux. C'est pas des vues d'artistes, c'est des vraies images. C'est des images qu'on a retravaillées. Vraiment, c'est ça la spécificité du projet. Comme moi, je suis astrophysicien, j'ai accès aux archives, aux données. D'ailleurs, je fais également les observations avec des grands télescopes. Et après, je vais travailler directement avec ces données brutes, avec l'artiste, qui va m'aider à recomposer. Et là, on veut donner en fait une couleur, une texture, une profondeur, quelque part une dynamique également, à des choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, mais que nos télescopes, nos yeux artificiels, quelque part, nous rapportent. Mais le but, c'est de faire prendre conscience au grand public de l'immensité ou de la complexité de ces choses Sur cette image qui était en fait ce qu'on appelle un nuage moléculaire, qui vient d'une traduction de nébuleuse, nebula en latin, en fait, ce sont des nuages qui sont quasiment vides. L'idée, là, c'est de faire comprendre qu'à partir de quasiment rien, on arrive à faire des dizaines de milliers d'étoiles. C'est-à-dire qu'à partir d'un espace, un milieu interstellaire qui est infiniment plus vide que l'air qu'il y a ici, on arrive à créer des objets comme les étoiles autour desquels vont se former des planètes. Donc on veut vraiment jouer sur, je dirais, les deux piliers de l'astrophysique qui sont d'une part la raison, la réflexion, c'est-à-dire réfléchir vraiment à ce qu'on voit, et également avoir quand même une portée poétique, d'imaginaire pour transporter ceux qui vont regarder ces images vers autre chose que juste une équation ou le discours un peu rébarbatif du prof de physique de seconde qu'on a tous eu. Quand vous parlez, il y a des gens qui n'ont qu'une culture scientifique. À la limite, vous avez presque plus de chance qu'un mathématicien. Le mathématicien, on va le laisser de côté dans une soirée. En général, vous avez plus de succès parce que forcément, en tant qu'astrophysicien, vous avez cette part de rêve. Peut-être qu'a développé aussi Hubert Reeves à une époque. C'est-à-dire qu'il nous parlait beaucoup il a cultivé notre attirance pour l'astrophysique. Est-ce qu'à la limite, c'est plus facile pour vous, en tant qu'astrophysicien, de parler au grand public, où il y a une limite? C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de tout Non, je pense qu'il y a des sciences pour lesquelles c'est plus facile. L'archéologie en serait une autre. C'est plus facile parce que ces sciences ont un pied depuis toujours dans la culture. Pied dans la culture parce qu'on va voir des images, des représentations picturales de l'astrophysique dans des musées. Il y a des grands artistes qui ont peint la voûte céleste. Les religions s'en sont emparées à un certain moment. Donc finalement, l'astrophysique a toujours été là. Il y a très longtemps, quand c'était l'astrologie, qui est notre sœur ennemie, c'était quand même quelque chose qui était un argument même de décision politique. Donc l'astrophysique a toujours été dans la culture. C'est donc plus simple, en effet, de parler avec un artiste, avec un citoyen, monsieur tout le monde, madame tout le monde, que de parler de nanotechnologie ou de chimie. C'est évident. On fait rêver quelque part et à travers ça, on peut quand même faire passer quelques messages qui sont qu'est-ce que l'énergie, qu'est-ce que la lumière, qu'est-ce que le climat également, parce que l'habitabilité d'une planète, ça parle de climat. L'an dernier, vous êtes allé beaucoup plus loin que de raconter des petites histoires comme ça de temps en temps. Vous avez carrément créé un cours entier sur l'habitabilité, c'est ça, des planètes autour de... C'était le fil rouge, oui. Voilà, avec l'Université de Nantes. C'est ce qu'on appelle un MOOC. Alors, c'est un Massive Open Course. C'est un cours ouvert en ligne, ouvert à tous. Vous avez eu combien de... Ça, on en voit un extrait d'ailleurs. C'était sous forme de vidéo, une série de vidéos qui était accessible chaque semaine. Oui. Combien de gens ont suivi ce cours? On a eu 7000 inscrits. Ouais. Ce qui est très intéressant dans un MOOC, c'est que généralement, vous avez 95% d'abandon. C'est-à-dire que ça durait 6 semaines. Et nous avons eu à la fin 40% quand même des inscrits qui sont restés jusqu'au bout, ce qui était quand même un gros succès. Avec une sorte de diplôme à la fin, comment ça se passe? On a distribué sur ces 7000 personnes 2000 attestations de réussite au quiz. Tout le monde n'a pas tenté les quiz. Et surtout, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a des statistiques en fait assez approfondies sur les personnes qui ont pris, alors pas leur nom, etc., leur adresse. C'est vraiment plutôt sur leur âge et leur niveau scolaire, universitaire. Alors évidemment, on est dans la tranche plutôt entre 30 et 40 ans, très diplômés, un master, voire doctorat. Mais ce qui est fondamental, et je pense que là, l'astrophysique est très très forte pour ça, on a attiré des gens qui étaient,
je dirais, en dessous en termes de diplôme du bac, voire des collégiens. On a eu des réponses de collégiens, de jeunes collégiens de 13-14 ans qui nous remercient à la fin parce qu'ils ont eu 20 sur 20 en physique-chimie grâce au cours. Donc je pense qu'on a touché vraiment une population entre 7 et 77 ans, comme on dirait. Enfin maintenant c'est plutôt entre 7 et 125 ans, mais on a touché vraiment un public très large et de tout horizon sociologique pratiquement. Quand on vous dit que vous faites de la vulgarisation, ça vous plaît ou ça vous énerve? Est-ce que quelqu'un qui fait de la médiation culturelle dans un musée des Beaux-Arts fait de la vulgarisation des peintures? Je ne pense pas. La vulgarisation, c'est un terme qui est arrivé. Je ne sais pas d'où il vient exactement. Non, moi je pense qu'on fait vraiment de la diffusion, de l'enseignement, de la création de culture scientifique et technique. Parce qu'à nouveau, la technologie, c'est essentiel d'en parler. Elle est partout, hein, le high-tech, les smartphones, etc. La science, si on n'a pas des billes pour comprendre ce qui va se passer pendant la conférence COP21 sur le climat ou sur l'énergie, on est un peu perdu. Donc notre pari, c'est ça, c'est de réintégrer, redonner du sens aux sciences et aux technologies pour que finalement le citoyen, la citoyenne s'en empare pour comprendre le monde qui l'entoure. Vous êtes emparé de ces nouvelles technologies, notamment autour du numérique, pour faire passer des messages, pour faire passer des connaissances. Il y a un coût, malgré tout, quand le coût de création de ce MOOC, de ces vidéos, ça coûte cher, c'est du temps aussi. C'est du temps. C'est du temps, c'est de la motivation. On peut chiffrer. Un MOOC, le coût est connu, c'est autour de 100 000 €. Mais ce n'est pas quelque chose qui est pris sur un budget. C'est vraiment là de la motivation humaine. On a un peu dépassé les 35 heures. C'est clairement, on a plutôt fait du 70 heures pendant 6 semaines. Je crois qu'à nouveau, sur Nantes, il y a autour de moi et avec moi un groupe de personnes qui est extrêmement motivé et qui ne compte pas beaucoup ces heures, ce qui fait qu'on arrive un petit peu à dépasser ce qu'on pourrait faire si on facturait tout. On pourra voir durant la Digital Week votre autre projet, donc ce sera au Voyage à Nantes, non? C'est exactement, oui, c'est à Nantes Tourisme. Là, on l'a installé cet après-midi. Et à la Cité des Congrès à partir vers le 30 septembre dans le cadre du congrès de planétologie. Merci beaucoup Vincent Minier. On aura pu rester 2 heures ensemble encore. On aura l'occasion de reparler de tous ces thèmes. À très bientôt. Merci. Au revoir, à bientôt pour le 18h à savoir.